bienvenue dans ce deuxième épisode de notre Kesako IA, petite série de vidéos dédiée à la vulgarisation des concepts de l'intelligence artificielle. Dans le premier épisode, nous avons vu quelle a été l'évolution de l'intelligence artificielle au cours du temps. L'objectif de ce nouvel épisode est de décrire les sous-domaines que l'on retrouve au sein même de cette science qui est en train de révolutionner tous les secteurs de l'ère moderne. Ce deuxième épisode sera axé principalement sur les concepts de machine learning et de deep learning. Commençons par identifier quels sont les types d'intelligence artificielle qui existent. Il existe deux types d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle symbolique qui est basée sur un raisonnement selon des formules logiques ou sur une base de faits connus. Généralement, son fonctionnement est basé sur des conditions ou des symboles. Ceux qui sont légèrement initiés à la programmation connaissent les principes des conditions. Imaginez qu'une IA symbolique est basée sur une multitude de conditions if-else ou d'autres symboles pour arriver au résultat escompté. L'IA connexionniste, quant à elle, a la capacité d'apprendre. Et c'est ce qui se rapproche le plus de l'intelligence humaine. Cette capacité d'apprendre est généralement basée sur des données. Lors de cet épisode, nous allons principalement nous intéresser à ce type d'intelligence artificielle. En effet, l'IA est un vaste domaine au sein duquel nous allons trouver du plus simple au plus complexe plusieurs niveaux d'intelligence artificielle. On va dans un premier temps parler d'IA faible ou IA étroite. Le seul type d'intelligence artificielle que l'homme a réussi à produire à ce jour. On trouve de multiples applications, telles que les assistants vocaux sur les ordinateurs ou les smartphones, comme Cortana ou Siri, ou bien de la vision d'ordinateur qu'on peut retrouver sur des voitures autonomes ou de la reconnaissance faciale, ou encore sur des systèmes de recommandation qui vont venir nous proposer un meilleur contenu à chaque fois. Le deuxième type d'IA est l'IA forte, appelée également IA profonde, et est toujours au stade de concept. C'est une IA qui serait capable d'imiter les capacités cognitives d'un être humain. Elle serait capable d'appliquer les connaissances acquises par l'expérience pour améliorer l'efficacité de certaines tâches, et serait capable également de discerner les émotions, les croyances, les besoins et même les processus de pensée de l'être humain. Enfin, la superintelligence artificielle ou la machine ne serait pas seulement capable d'imiter le comportement de l'être humain, mais c'est l'hypothétique intelligence artificielle qui aurait conscience d'elle-même, avec des capacités et intelligences dépassant celles de l'être humain. Cela dit, l'intelligence artificielle est elle-même constituée de plusieurs sous-domaines, dont les principaux sont le machine learning et le deep learning. Le machine learning est un terme anglais et qui se traduit par machine à apprentissage ou apprentissage automatique, c'est-à-dire une machine capable d'apprendre et de comprendre un phénomène par entraînement. En injectant des données à un modèle de machine learning, la machine est capable de détecter les différents patterns sans lui dire explicitement quoi détecter ou quoi apprendre. Les modèles en question sont des modèles dits d'intelligence artificielle. Le deep learning, quant à lui, veut dire apprentissage profond. Ce dernier vient pour résoudre des tâches beaucoup plus complexes que ce que le machine learning peut réaliser, telles que la reconnaissance d'images ou la reconnaissance vocale. Cela fait appel à des modèles plus complexes et se rapproche davantage de la façon dont l'être humain et la nature conçoivent l'intelligence. Les algorithmes de deep learning sont plus précisément des réseaux neuronaux comportant plusieurs couches, où vont se faire les différents calculs afin d'atteindre en sortie le résultat escompté. En conclusion, tout modèle de deep learning est un modèle de machine learning, mais l'inverse n'est pas vrai. Maintenant que nous avons parlé
des concepts de l'IA, intéressons-nous de plus près au machine learning et à ses composantes. Le machine learning est à son tour composé de plusieurs sous-domaines. Le supervised learning, apprentissage supervisé, le l'unsupervised learning, apprentissage non supervisé, mais également le reinforcement learning, apprentissage par renforcement. La première composante du machine learning est le supervised learning. La spécificité des méthodes de l'apprentissage supervisé est qu'il nécessite des données labellisées ou étiquetées et dont on comprend parfaitement la signification dans le monde réel. Le supervised learning est une tâche de l'apprentissage automatique qui permet au modèle développé d'apprendre à partir de données étiquetées dans l'objectif de les classifier ou de prédire des données similaires. L'apprentissage non supervisé est la tâche de l'apprentissage non supervisé qui consiste à identifier des modèles ou des structures cachées par le biais de données non labellisées ou non étiquetées. À la différence de l'apprentissage supervisé, qui lui va chercher les relations mathématiques linéaires ou non entre les variables des données, l'apprentissage non supervisé va s'intéresser aux liens et aux ressemblances qui peuvent exister au sein de la donnée elle-même. Enfin, l'apprentissage par renforcement est une branche de l'apprentissage automatique qui concerne l'apprentissage d'agents intelligents pour prendre des décisions séquentielles en interagissant avec leur environnement. Il s'agit d'une méthode d'apprentissage basée sur les récompenses, positives ou négatives, inspirées par le comportement d'apprentissage des êtres vivants. Dans le reinforcement learning, un agent est placé dans un environnement et prend des actions pour maximiser une récompense cumulée au fil du temps. L'agent apprend à prendre de meilleures décisions en explorant les différentes actions et en observant les conséquences de ces actions sur son environnement. Maintenant que nous connaissons les différentes branches du machine learning, regardons de plus près quelle pourrait être leur application dans le monde réel. Le supervised learning. Prenons pour notre exemple la régression. Il existe plusieurs types de régression, mais dans l'exemple que l'on va prendre, nous choisirons la régression linéaire pour sa simplicité. Imaginons que l'on possède un jeu de données comportant le poids et la taille de plusieurs individus, mais que pour un individu, nous n'avons pas d'informations sur son poids, mais uniquement sa taille. En observant la courbe brute, on peut deviner que la taille est grossièrement proportionnelle au poids, ou bien qu'ils sont corrélés. On peut donc trouver une combinaison linéaire, c'est-à-dire une combinaison d'addition et de multiplication, ou une fonction affine, permettant de trouver approximativement le poids de l'individu observé. Le tout étant de minimiser l'écart, qui est appelé erreur, entre les points du tracé brut et les points du tracé prédictif. Ici, nous connaissons la signification de la valeur target, qui est le point. Et donc, nous allons diriger notre modèle pour qu'il puisse prédire cette valeur-là en fonction des données que l'on lui a injectées en amont. D'où le nom apprentissage supervisé. L'unsupervised learning. Dans l'exemple que l'on va prendre, on va voir comment le clustering peut nous aider dans la vie quotidienne ou la classification. Comment peut-elle nous aider dans la vie quotidienne à résoudre des problèmes? Supposons que l'on ait un jeu de données concernant plusieurs ballons, avec comme information leur poids, leur volume, leur forme ou même leur couleur. Un algorithme de clustering non supervisé, après quelques paramétrages, saura les regrouper par leurs caractéristiques similaires, sans pour autant savoir les nommer. Et ici, si nous remarquons, il n'y a pas de valeur target, d'où le nom unsupervised. Enfin, le reinforcement learning est la sous-branche du machine learning où le modèle va apprendre directement dans son environnement qui est nécessairement dynamique.
Le modèle est composé d'un agent qui peut directement prendre des décisions dans son environnement et améliorer sa décision en fonction de l'effet sur cet environnement. Prenons par exemple les systèmes de recommandation sur les plateformes de streaming. Supposons que cette plateforme de streaming constitue l'environnement. Le but est de vous proposer de nouvelles vidéos, ou bien des films, ou bien séries, qui est l'action que va prendre l'agent, basée sur vos préférences, qui sont les observations de l'agent sur votre environnement, et d'affiner vos préférences. L'ajustement se fera au fur et à mesure que vous regardez ou ignorez les vidéos proposées par l'agent. C'est ce qu'on appelle la mise à jour de la politique. Enfin, les réseaux de neurones. Techniquement, les réseaux de neurones sont capables de réaliser toutes les tâches exécutées par un modèle de machine learning. Le choix, lui, va se faire en fonction de l'efficience du modèle une fois placé dans son contexte. Mais les intelligences artificielles les plus avancées de nos jours sont celles qui sont basées sur des réseaux de neurones profonds. Il existe de nombreuses architectures pour les modèles de deep learning, mais intéressons-nous aujourd'hui au fonctionnement d'un modèle basique. Un modèle de deep learning se présente comme suit. Il prend en entrée des données brutes ou pré-traitées. Ces données dépendent du domaine d'application et peuvent être sous plusieurs formats. Ça peut être des images, des vidéos, du son, des données issues d'IoT, etc. Dans la majorité des cas, elles seront pré-traitées et sous forme numérique. Le modèle de deep learning va prendre en entrée ces données auxquelles nous allons affecter un poids de manière arbitraire, puis seront propagées à travers les différentes couches du modèle, de l'entrée jusqu'à la sortie, et où chaque couche effectuera une transformation linéaire suivie d'une fonction d'activation non linéaire. Ces transformations successives à travers les couches du modèle permettent d'extraire les caractéristiques et les représentations de plus en plus abstraites des données. Les sorties du modèle sont comparées aux étiquettes, c'est-à-dire la vérité du terrain des données d'entraînement, pour calculer une mesure d'erreur, généralement appelée fonction de perte, ou loss function en anglais. Cette première étape que je viens de vous décrire s'appelle le feed forward, ou bien la propagation avant. Par la suite, la propagation arrière est l'étape qui lui succède et qui vise à ajuster ses poids et les biais du modèle pour minimiser la fonction de perte et donc améliorer les performances du modèle. Le processus de propagation arrière est répété sur de nombreux lots de données d'entraînement jusqu'à ce que le modèle atteigne une fonction de perte suffisamment faible. Enfin, on va répéter ce cycle suffisamment de fois jusqu'à ce que le modèle atteigne des performances satisfaisantes. Il sera ensuite évalué par un ensemble de validations et testé sur des données réelles. C'est la fin de notre épisode. Retrouvons-nous pour la suite de cette série d'épisodes. Vous pourrez retrouver toute la série sur quanzeoplan.com replay, où vous trouverez également des vidéos sur les référentiels de données ou encore sur Power BI.